Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck sur CNews et Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Célia Barotte, Sarah Salman, Jean-Christophe Couvi, Michel Chevalet et Marc Varnaud vous accompagnent pour décrypter l'actualité, cette principale actualité. D'ailleurs, que s'est-il passé précisément cette nuit ? Je vous le rappelle, 4 actes de sabotage ou tentatives ont eu lieu contre plusieurs lignes de TGV, des engins incendiaires retrouvés dans plusieurs départements, en Eure-et-Loire, en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, dans le Pas-de-Calais et dans Lyon. Alors avant d'entendre vos explications, Michel Chevalet, nous allons nous rendre sur l'un des lieux impactés, plus précisément à Courtalan, l'un des sites visés donc où nous allons retrouver Marie-Victoire Dieudonné avec Olivier Gangloff. Marie-Victoire, des agents de la SNCF qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de tout remettre en ordre. Racontez-nous, quelle est la situation à Courtalan précisément? Alors la situation ici à Courtalan est un petit peu particulière, Olivier, puisqu'il y a normalement ici plus d'une 50aine de trains qui passent chaque jour à vitesse grand V. Mais aujourd'hui, on en compte pour l'instant 5 et ils circulent à moins de 30 km. Alors ce ralentissement extrême ne concerne que notre périmètre, heureusement, de cause. Alors à cause des dégâts, l'aiguillage n'est plus automatique mais mécanique et impose donc une vitesse plus faible. Et puis il faut aussi permettre aux techniciens d'effectuer toute une batterie de tests et de contrôles. À savoir, Courtalan en fait n'est pas n'importe quel poste d'aiguillage en France, puisque nous sommes ici au niveau d'une bifurcation entre deux grandes lignes, Paris-Rennes et puis Paris-Bordeaux. Le lieu est donc stratégique puisqu'en fait l'attaque va priver 2 branches du réseau TGV. Et puis l'attaque est aussi coordonnée, puisqu'en effet nous sommes ici au bout d'une route de campagne, une impasse tout simplement, et puis le site est formellement interdit au public. Il est délimité par une grille qui a justement été sectionnée, comme vous pouvez le voir à côté de moi. C'est par là donc que les individus sont entrés par effraction. Ils ont ensuite soulevé les dalles pour accéder aux câbles et puis mis le feu à une dizaine de câbles. Les agents rencontrés nous le confiaient, les réparations prendront du temps, brûlés et fondus, les câbles doivent être réparés un à un, d'où la prudence de la SNCF qui annonce que les perturbations devraient durer jusqu'à lundi au moins. Merci beaucoup Marie-Victoire Dieudonné. Vous étiez donc avec Olivier Gangloff à Courtalan, donc un site qui a été visé. Nous allons aller cette fois à Virginie, dans Lyon. On va retrouver Solène Boulan et Godéric Bay. Virginie, où alors il y a eu une tentative de sabotage. C'est bien cela ? Oui, nous sommes à quelques mètres des voies de train à grande vitesse, là où les faits se sont produits cette nuit vers 1h30 du matin. Alors les faits, on vous les rappelle, 2 individus ont tenté de s'en prendre à des armoires électriques proches des voies, comme celle que vous voyez juste derrière moi. C'est la ligne grande vitesse sud-est qui était visée. Alors on parle effectivement d'une tentative, car ici les trains continuent à circuler, et ce grâce à l'intervention de plusieurs agents de la SNCF, des cheminots qui menaient des opérations d'entretien pendant la nuit, ont repéré des individus et ont ensuite prévenu la gendarmerie, les mettant en fuite. Voilà ce qu'a déclaré le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Ce qu'on peut dire, c'est que les suspects étaient donc 2, selon une source proche du dossier. Ils n'ont toujours pas été interpellés à l'heure où je vous parle. Les enquêteurs attendent donc de voir ce que donneront les investigations, notamment celles réalisées par la police scientifique, la police technique, la vidéo ou encore la téléphonie, car les forces de l'ordre ont retrouvé ici sur les lieux des camionnettes abandonnées ainsi que des engins incendiaires. Tout indique que ce sont des incendies criminels, a ajouté le ministre en charge des Transports, Patrice Vergrit. On le disait plus tôt, d'autres actes de sabotage ont eu lieu dans d'autres communes, raison pour laquelle le parquet de Paris a ouvert une enquête pour dégradation et association de malfaiteurs. Merci beaucoup Solène Boulan et Godéric Bay, donc sur le lieu d'une tentative de sabotage à Virginie dans Lyon. Expliquez-nous, Michel Chevalet, ces armoires électriques qui ont été visées, qui ont été brûlées, elles servent à quoi très concrètement ? Armoires et les câbles. L'originalité du TGV, c'était de rouler vite à 300 à l'heure. D'accord, problème mécanique bien maîtrisé. Mais le deuxième, c'est que tout le système est téléopéré. C'est-à-dire que le conducteur ne respecte pas des signaux le long de la voie, il n'y en a plus, les rouges, verts, jaunes. Il n'a sur son pupitre que l'information vitesse. C'est-à-dire 300 clignote, on lui dit « Ah, donc, alerte, je dois réduire ma vitesse », et on va lui indiquer une courbe de décélération pour s'arrêter. Vous voyez, c'est un système informatique. Donc, ça suppose qu'il y ait des ordinateurs avec l'information de position du train.
oui, doivent donner l'information vitesse. Voilà. Donc il y a un centre le CNO, Centre des opérations, qui supervise toute la ligne Paris-Marseille. Ça se passe à la gare de Lyon, toute la ligne. Et donc les aiguillages aussi sont télécommandés. Donc à partir du moment où vous télécommandez, il faut des câbles pour acheminer les informations. Donc ces câbles, vous les voyez, regardez sur ces images, une fouillis de câbles qu'il y a dans des caniveaux, qui vont transmettre les informations sur des balises le long de la voie, et qui vont transmettre après l'information par des bornes entre les rails à la motrice. Et donc l'aiguillage, lui, est télécommandé depuis la gare Montparnasse sur un PARS, un poste centralisé pour commander la marche des trains et les aiguillages. Or là, ils se sont attaqués en brûlant, vous voyez le côté brûlé, ils ont à la fois coupé des câbles et brûlé des câbles. Et donc, l'alerte a été donnée au PRS à Paris, au PARS. Ils ont été rouges, il y a un incident sur le poste d'aiguillage. Ils ne savaient pas encore, à 4h du matin. Donc les trains ne roulaient pas encore, fort heureusement. Et donc, on ne pouvait plus voir la commande des aiguillages. Donc là, stop, impossibilité de faire rouler les trains si l'aiguillage n'est pas télécommandé et verrouillé. Le danger d'un aiguillage, c'est qu'il aille dans la mauvaise direction, premier point. Et le deuxième, c'est surtout qu'il soit libre. C'est-à-dire qu'au passage de la rame, ça s'appellerait un bivoie. C'est-à-dire que la motrice de tête va aller, mettons, vers Le Mans, et la motrice de queue, elle va aller vers Tours. Ça s'appelle un bivoie. D'accord. Voilà. Et donc, il fallait intervenir, il faut rétablir les connexions, aller sur place, établir les connexions. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ça prend du temps. Et entre-temps, pour rétablir le trafic, on va bloquer mécaniquement l'aiguillage pour éviter, on va l'agrafer, comme on dit en termes ferroviaires, pour éviter qu'il ne soit mobile. Donc, trafic ralenti à 2, 3, 4 TGV par heure. Voilà. Et 800 000 donc voyageurs sur le carreau. Vous me disiez d'ailleurs, Marc Varnaud, tout à l'heure hors antenne, qu'effectivement, il y avait eu une tentative de sabotage à Virginie. Si cette tentative, finalement, n'avait pas échoué, 1 million, peut-être plus d'1 million de voyageurs auraient été sur le carreau, finalement. Oui. Ouais, tout à fait. Bon, il y a peut-être d'autres qui ont échoué et on l'apprendra dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que cette opération synchronisée à grande échelle, 800 000 passagers, c'est quand même beaucoup. C'est même énorme. Et effectivement, heureusement, tout n'a pas réussi. Il y a encore de la présence humaine. Encore une fois, je m'étonne du faible niveau de sécurité de ces postes d'aiguillage de la SNCF, parce que c'est vraiment le maillon faible du système. Et on le voit bien. Dès qu'on touche un poste d'aiguillage, ça s'est vu pendant les grèves. Ça s'est vu lors des sabotages précédents. Et ce sont des sabotages qui ont juste vocation à faire une exposition médiatique forte. Il ne s'agit pas de faire dérailler un train, il s'agit de bloquer le système. Ouais. Donc on voit la vulnérabilité de ces 1500 postes. Vulnérable, et on imagine assez mal finalement des gendarmes, puisque c'est dans les campagnes que ces sabotages ont lieu. Aujourd'hui, il y a tout un tas de technologies dans un pays comme la France qui s'obstine à refuser la reconnaissance faciale, à refuser la biométrie, à refuser tout ce qui permet d'éviter justement ça avec des systèmes vidéo un tout petit peu intelligents. Mais aujourd'hui, les solutions techniques, elles existent. Je dévoile aucun secret en disant qu'il y a les moyens techniques aujourd'hui de protéger ces postes d'aiguillage sans trop de difficultés. Sachant aussi que ce scénario avait été envisagé par Amélie Oudéa-Castéra. On va l'entendre, mais allez-y, Sarah Salman. Non, mais en fait, pour moi, c'est ça le plus cocasse. C'est-à-dire que Madame Oudéa-Castéra nous dit ce scénario a été anticipé et il se passe ça. Donc, il faudrait en tirer les conséquences. Qu'est-ce que ça aurait été si ça n'avait pas été anticipé ? Je trouve qu'elle est complètement déconnectée, ou alors elle se veut rassurante et elle minimise les faits alors que personne n'est dupe et tout le monde voit. Et malheureusement, elle se comporte comme ça sur tous les sujets. On dirait qu'elle est un petit peu souvent à côté. Alors est-elle rassurante ou pas, Amélie Oudéa-Castéra ? Je vous propose de l'entendre. Justement, elle s'exprimait il y a quelques heures. On avait anticipé tous ces scénarios. Depuis des mois, on évoque les risques, les menaces. Terroristes, ultra-droite, ultra-gauche, cyber, NRBC. Tous les scénarios de crise ont été pensés. Il y a une coordination absolument nickel entre les équipes du comité d'organisation, transport Pierre Cuneo, toute l'équipe de la délégation interministérielle aux Jeux, en lien avec mon ministère, le ministère des Transports, les opérateurs, les partenaires. On est une équipe des Français derrière la réussite de ces Jeux. Et on le voit dans la manière dont les choses se sont passées ce matin, la fluidité des échanges, du partage d'informations, le caractère ordonné des communications,
Tout ça montre qu'on est prêt à gérer les crises. Alors évidemment, on a envie qu'il n'y en ait pas trop pour qu'on puisse bénéficier le cœur le plus léger possible. Mais ils vont pas gâcher la fête, ceux qui veulent faire ça. En aucun cas. On est prêt à gérer les crises, nous dit Amélie Oudéa-Castéra, un scénario anticipé, mais on le constate, Jean-Christophe Couvi, il n'a pas été empêché. Le réseau ferré est très vulnérable, nous rappelait Marc Varnaud il y a effectivement un instant. On l'a vu avec ces zones incendiées cette nuit. Oui, difficile de sécuriser pour les policiers et les gendarmes 30 000 km de réseau ferré, de voies de chemin de fer. C'est quand même compliqué, surtout qu'en plus on est déjà on est 45 000 rien que sur Paris aujourd'hui. On est à 100% de présence dans tous les commissariats et gendarmeries de France. Donc en fait, on peut pas tout couvrir. On est arrivé vraiment à ce qu'on pouvait mettre de plus sur le terrain. Et il faut pas oublier qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des escadrons de gendarmerie et des policiers qui sont aussi occupés à ramener la paix sociale. Il y a Mayotte aussi où il y a des difficultés. Enfin, on voit qu'on est quand même sur plusieurs fronts entre guillemets. On peut pas être partout. Donc on peut anticiper, il y a des fiches réflexes, effectivement, quand il y a des crises. Ce qui est très important, c'est de gérer ces crises. C'est tout de suite, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment et très rapidement. On a vu ce matin, préfet de Paris, tout de suite, on voit qu'à Montparnasse et dans d'autres gares, le monde est en train d'affluer et stagner. Dans des moments comme ça, quand on stagne, on est une cible, il faut tout de suite de la fluidité, on envoie des policiers, et puis il faut qu'on protège aussi les gens. Peut-être la raison pour laquelle aussi la SNCF a dit très rapidement aux voyageurs, ne venez pas en gare, reportez votre voyage. C'est aussi pour des raisons de sécurité, pour qu'il n'y ait pas une foule qui stagne. En fait, si vous voulez, la foule ne doit pas stagner. Il faut que les métros et les RER puissent circuler normalement, donc il ne faut pas non plus qu'il y ait un afflux de population. Et puis après, en même temps, vous avez quand même bunkérisé un peu le centre de Paris. Et Paris, ça ne doit pas devenir un escape game, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait toujours ce sens aller et venue très fluide. Et donc, vous ne pouvez pas stagner des personnes et bloquer même les arrivées. Donc, il faut à un moment donné dire, voilà, entre guillemets, rentrez chez vous, on vous prévient, vous pourrez revenir. Puis on a vu que les gens, et malheureusement, pour certains, heureusement, dans chaque crise, il y a des opportunités. Tout de suite, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir des plans B, ils ont été voir du covoiturage, de location de voiture, de l'entraide. Et c'est là, dans des moments de crise, où justement, il y a cette fraternité qui se fait aussi entre voyageurs. On ne se connaît pas, moi ça m'est déjà arrivé. Eh bien, tout de suite, les gens s'entraident. C'est une fraternité payante parfois. Oui, mais en fait, quand on est dans la panade, on est content aussi d'avoir des gens avec qui vous partagez ce moment en disant, tiens, j'ai quelqu'un qui vient me chercher, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi, etc. Moi, ça m'arrivait à Nantes. Je peux vous dire, j'étais content d'avoir... Non, vous avez raison, mais si vous avez 3 enfants et que vous êtes 5, ça va être compliqué de trouver un véhicule. Et c'est souvent des familles. Donc effectivement, pensons aux familles, aux mères de famille seules, aux personnes âgées. Là, si vous avez une mère seule avec ses 3 enfants, s'il faut trouver un véhicule qui a 4 places, c'est déjà un peu plus difficile. Et puis le budget aussi, puisque les personnes ont déjà perdu de l'argent avec les réservations d'hôtels, peut-être une nuit en moins de vacances, il va falloir... Puis rater la cérémonie. Voilà. La galère. Donc en tout cas, Marc Varnaud, une date particulièrement bien choisie. On l'a compris, l'assurance de provoquer une pagaille maximale, ça a été le cas. De toucher le maximum de personnes, 800 000, c'est le cas. Le tout sous le regard des caméras du monde entier. De nombreux journalistes sont présents à Paris, on le sait. On a rapidement compris l'intention. Est-ce que ce type de scénario, finalement, tout est concentré sur Paris, mais le reste du territoire, est-ce qu'il n'est pas un peu délaissé au fond? Malheureusement, tout est lié. C'est-à-dire que on a voulu, enfin le président a voulu une cérémonie d'ouverture que ses conseillers techniques lui ont déconseillé parce que vu la zone à sécuriser, il fallait mettre des moyens considérables. Je rappelle qu'en France, on n'a que 250 000 policiers et gendarmes. En réalité, ça, c'est le chiffre officiel. Le chiffre officieux, il est plus bas parce que, comme on les met à la retraite 2 ans avant, puisqu'on refuse de leur payer les heures sup, donc en réalité, vous avez 20% des effectifs. M. Coué ne peut pas le dire, moi je vais le dire. Il y a 20% des effectifs qui, en réalité, ne sont plus là. Donc on a relativement peu de policiers. Et donc, pour réussir cette opération JO, on a dû à la fois les priver de congés quand ils voulaient et quand ils ont l'habitude de les prendre, pour les mobiliser en période JO. On a dû dégarnir la moitié des commissariats et des gendarmeries de province pour les faire venir ces hommes-là à Paris. Et malgré ça, il y a un manque d'hommes. Donc on a protégé et on a envisagé, d'ailleurs ils le disent partout, on a protégé et anticipé tous les actes de terrorisme durs, touchons du bois, que les actes les plus forts ne puissent pas avoir lieu. Mais pas ces actes dits malveillants.
il y a un gros trou dans la raquette qui est celui, non pas du terrorisme, mais de l'opération spectaculaire. Ouais, c'est-à-dire que c'est très facile de déployer une banderole devant des journalistes du monde entier, puisqu'on va avoir, je sais pas, 1 milliard de téléspectateurs ce soir. Et là, par contre, pour éviter ça, c'est très, très, très compliqué. Et donc, malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent pas être anticipées et qui surtout ne peuvent pas être évitées. Allez, il est 18h30. Simon Guillain nous a rejoint. Je vous propose, Simon, de nous faire un point sur les toutes dernières actualités concernant notamment ce sabotage du réseau SNCF. C'est à vous, mon cher Simon. Absolument. Bonsoir, cher Olivier, et bonsoir à tous. La mobilisation exceptionnelle de milliers de cheminots va permettre une nette amélioration du trafic dès demain matin. Sur l'axe Est, le trafic va reprendre normalement dès 6h. Sur l'axe Nord, 80% des trains vont circuler dès demain avec 1 ou 2 heures de retard. 2 trains sur 3 sur la Bretagne ainsi que sur le sud-ouest de la France. Tous les voyageurs vont être contactés par SMS ou via email pour confirmer la circulation de leur train. La France, qui n'est pas le seul pays impacté par ces sabotages, 25% des trains Eurostar ont été annulés sur l'ensemble du réseau. Ce sera également le cas demain ainsi que dimanche. Tous les TGV à destination et en provenance de Paris sont donc déviés via une ligne classique. Ils circulent donc à une vitesse très réduite, ce qui prolonge la durée du trajet d'environ 1h30. Et puis, outre le trafic ferroviaire, il faudra également être patient sur les routes en ce week-end de chassés-croisés. Ce vendredi étant classé noir en Ile-de-France et rouge pour le reste de l'Hexagone. Bison Futé prévoit également un samedi noir dans le sens des départs à l'échelle nationale et rouge dans le sens des retours. Enfin, notez que le site de covoiturage Blablacar dit avoir enregistré une augmentation de 150% des réservations aujourd'hui. Effectivement, Simon, les grands gagnants, ces plateformes de covoiturage, après ce sabotage, je vous le rappelle, sabotage donc qui a touché 3 sites. Un site donc qui n'a pas été touché, mais il y a eu une tentative. Justement, nous allons aller dans le Pas-de-Calais où il y a eu le sabotage de la voie ferrée. On va retrouver Régine Delfour. Vous êtes sur place. Racontez-nous. Il y a des agents de la SNCF qui travaillent d'arrache-pied pour tout remettre en ordre. Oui, absolument, Olivier. Il travaille d'arrache-pied depuis ce matin, 5 heures, puisque on a su que dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a des personnes qui se sont introduites sur les voies, sur cette ligne à grande vitesse nord, donc qui relie Lille à Paris. Ces personnes, elles ont soulevé des plaques métalliques où se trouvait une quarantaine de câbles, 39 plus précisément, et les personnes ont envoyé un liquide inflammable. Donc les câbles ont été totalement brûlés. Désormais, donc, ces agents de la SNCF qui se relaient, parce que vous imaginez quand même depuis 5 heures du matin qu'il a fallu qu'il y ait de nombreuses équipes, sont en train de réinstaller des câbles, puisque ces câbles, ils servent à la signalisation, mais aussi à l'aiguillage des trains. Ça va être assez, c'est fastueux, hein, et ça va être assez long à pouvoir faire cela. La SNCF a communiqué, Olivier, dernièrement, en disant que sur cette ligne à grande vitesse nord, théoriquement, demain, il y aurait 80% du trafic qui serait assuré avec des retards. On pourrait compter des retards de 1 à 2 heures par train. Merci beaucoup, ma chère Régine Delfour. Donc, Croisy avec Fabrice Elsner qui vous accompagne. On l'entendait, Michel Chevalet, sur l'axe nord, 80% des trains vont circuler à partir de demain avec des retards de 1 à 2 heures. Voilà ce que dit à cette heure la SNCF. On le sait, la ligne grande vitesse nord qui a été ciblée. Nous avons aperçu à l'instant les agents qui étaient en train de travailler le long des voies. Cela vous semble raisonnable demain, 80% des trains après un tel sabotage? Non, faut bien voir ça. Ils jouent sur 2 choses. Oui. D'une part, il y a une partie du trafic qui va toujours être déviée vers les voies classiques. Et sur les voies TGV, comme les réparations ne sont pas terminées, les branchements faits et testés. Ce ne sera pas fini demain matin, selon vous? À mon avis, enfin, quand on voit, vous avez vu les images là? Alors, pour les auditeurs, effectivement, pour les auditeurs, ce sont des petits câbles que les agents vous voyez ce qui les attend avec des petits fils. Oui, voilà. Il va falloir travailler cette nuit. Hein. Ouais. Voilà. Eh bien, ils vont continuer à faire... On va rouler, mais au pas sur la zone de l'aiguillage, puisque ce qui est incriminé, c'est la commande de l'aiguillage. Et pour éviter que l'aiguillage ne donne de fausses informations... parce qu'on n'a plus les retours, hein, les lignes sont coupées, et ben on va bloquer mécaniquement l'aiguillage pour éviter de faire ce qu'on appelle un bivois, c'est-à-dire que la motrice de tête aille à droite et la motrice de queue aille à gauche, hein, ce qu'on appelle un bivois. Donc on bloque l'aiguillage et on passe au pas sur l'aiguillage, c'est-à-dire à vue, ce qu'appellent les conducteurs. Oui. On est à vue à 10, 30 km/h, pas plus. Donc débit beaucoup plus lent.
Donc moins de trains, mais c'est pas tout. Si vous avez moins de trains qui vont descendre vers la province, il va falloir ramener les rames à Paris. Donc il y aura moins de TGV de disponibles. Voilà aussi ce qui va limiter le débit. Donc il va falloir attendre, prendre son mal en patience pour que le trafic revienne à la normale, le trafic SNCF revienne à la normale. Nous nous posons tous une question, vous aussi derrière votre téléviseur ou derrière votre autoradio, qui derrière ces sabotages? Une enquête est ouverte. En tout cas, on va en parler dans un instant. Très courte pause. À tout de suite sur CNews et Europe 1. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline. Olivier de Kerenfleck.